digne de ce nom. Donc, Kamel Daoud a tendance à s'attaquer à toute forme d'appareil idéologique, notamment la religion. Quand on leur parle des livres, ils nous opposent un livre. Le livre des choses, ce n'est pas de savoir de toute façon. Donc, c'est quelqu'un quand même qui remet en cause le livre unique. D'ailleurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut lire si on n'écrit pas? Une manière de dire que il l'a quand même remis en cause quelque part. Donc, si on remet en cause le livre unique, et ça signifie implicitement la remise en cause de son créateur. Donc, moi je comprends qu'il remet même en cause l'existence de celui qui a révélé ce livre unique. Ma question est... C'est qui a révélé ce livre? Le Dieu des musulmans. Dieu n'a Mohammed. Dieu des musulmans. Donc, est-ce que Kamel Daoud n'a pas réussi à adopter une nouvelle forme d'absurdité? Absurde. Quelle est ma question? Je peux t'aider à t'apporter le mot. Je sais que je pense que tu le penses. Alors, deux autres interventions. Tu ne parles pas de l'absurdité, tu voulais dire blasphème. Mais ce n'est que de la littérature. Il faut rester dans le contexte littéraire. Alors, oui. Alors, ma question. Vous avez parlé tout à l'heure d'Albert Camus, dans ses écritures, certaines positions venant de sa part. Là, vous avez dit même que c'est quelqu'un qui considère l'Algérie comme une nature sans homme, qui a pu parler des événements de mai 45, pardon, et qui a parlé effectivement de pourquoi quand il disait la Kabylie et tout ce qui s'ensuit. Mais ne pensez-vous pas qu'il agit comme un néant libre? C'est-à-dire, ne parlons que de ce qui le préoccupe directement et de son environnement direct, sans toutefois avoir un engagement quelconque, ou parler de l'histoire proprement dit, ou défendre une cause bien définie. Ne pensez-vous pas que c'était quelqu'un qui ne se considérait ni colonisé, ni colonisateur? Voilà ma question. eh oui, c'est une position moralement confortable. Hein? Tu as demandé la parole. J'ai demandé la parole et je remercie par rapport à l'intervention parce que j'avais justement intervenu par rapport à ça. C'est-à-dire la théorie postcoloniale telle qu'elle a été, telle qu'elle est encore enseignée à l'université, elle parle justement c'est-à-dire de ce rapport entre le colonisateur, la question de la race, la question de l'identité, et effectivement, comme vient de le dire Rachid El-Boussaïr, ce n'est pas du tout l'anticolonialisme. Mais cette pensée à partir de 62, elle nous a donné trois catégories d'intellectuels ou d'écrivains ou de romanciers. La première catégorie, qui s'inscrit effectivement toujours dans la question de post-colonial, une vision post-colonialiste, c'est les humanistes, soi-disant, qui ont donné un peu de l'aide au FLN en défendant un petit peu la question de l'indépendance de l'Algérie. Vous connaissez tous ceux qui n'ont pas signé le manifeste de 121 ont été toujours considérés comme des gens qui ne sont pas humanistes, qui ne sont pas pour l'autodétermination du peuple, etc. Ça nous a donné cette première catégorie. La majorité, en tout cas, de ces intellectuels sont des pieds noirs, dont faisaient partie Derrida, Althusser et les autres, ceux qui ont défendu un petit peu, pas l'Algérie, mais entre guillemets, l'idéal de Camus, parce que Camus n'a jamais défendu l'Algérie, il n'a jamais défendu la France.
parce qu'il n'a pas connu la France en tant que telle. En tout cas, il n'a pas connu la France telle qu'elle a été connue par un Marseillais ou un Parisien ou un Lyonnais. Il a connu la France à partir de l'Algérie. Il a défendu l'Algérie française. Et c'est de son droit, en tout cas, sans pour autant le juger. Je ne pense pas qu'on est là pour le juger quiconque. En tout cas, il y a 7 catégories. Première catégorie de romanciers, d'écrivains et de philosophes en particulier. Et vous connaissez mieux que moi la conception de Derrida, la nostalgie, c'est-à-dire une Algérie propre à lui, et qui partage dans sa conception la plus globale avec certains intellectuels d'origine espagnole, italienne, française qui ont vécu en Algérie, qui étaient dans l'obligation de quitter l'Algérie juste après l'indépendance. Mais ça a créé aussi une deuxième catégorie d'écrivains dont parlait tout à l'heure notre ami le Baltaguia. Je ne les appelle pas de Baltaguia, mais en tout cas, ça a créé les pro-algérianistes, mais une Algérie un peu arabisé, islamisé d'office, parce que pour certains, ils ont cette conception de gardien de temps, dont je n'ai pas la gêne de dire, comme quelqu'un comme Boujdra, par exemple, qui traite tout le monde de colonialisateur, de néocolonialisateur, etc. La troisième catégorie, c'est ceux qui veulent dépasser le colonialisme et la haine du colonialisme, vers une nouvelle théorie post-coloniale, c'est-à-dire elle s'inscrit beaucoup plus dans cette conception d'altérité. C'est-à-dire, oui, nous étions en guerre, il n'y a pas que les intellectuels qui l'ont fait avec les Français, il y a même certains qui l'ont fait avec les Turcs. Vous connaissez un peu le dernier ouvrage de la fille de Bingana. Elle parle un petit peu de cette réconciliation entre l'Algérie et l'Empire ottoman. Il y a certains même qui l'ont fait au nom de cette réconciliation entre l'islam et l'Algérie, entre guillemets, c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'intellectuels, d'écrivains et de romanciers qui essayent de mettre en place des assises philosophiques de post-colonialisme en intégrant la question de l'altérité, de l'amitié franco-algérienne, franco-turque, franco-arabe, franco-arabie saoudite, etc., mais dans l'universalité. Sauf que malheureusement, à mon avis, ces intellectuels, ils se trompent parce que ni le temps, parce qu'il y a quand même des gens qui ont souffert de ce colonialisme, ni la base théorique et philosophique, parce que c'est effectivement la question de l'altérité, tu ne peux pas le dire, alors que tu ne peux même pas prendre, comme tu viens de le dire, un livre intitulé Deuxième sexe,